Chers amis, bonsoir. Avant de laisser la parole à mon invité ce soir, qui nous vient avec un beau livre, nous partirons tête haute, lettre au pluriel d'un jeune homme depuis le camp de Pithiviers 1941-1942, suivi des dernières lettres d'internés de Pithiviers et Beaune-la-Rolande, un ouvrage préfacé par Serge Klarsfeld, que l'on doit donc à Cathy Hazan et Monique Novodorsky-Dogno. Je voudrais vous faire part de quelques informations concernant les activités de la mémoire. Je voudrais signaler que cet ouvrage est publié par les éditions Le Manuscrit Savoir au pluriel. Alors, la cérémonie en hommage aux engagés volontaires anciens combattants juifs se tiendra ce dimanche 15 juin à 10h30 devant le monument surplombant le caveau érigé par l'Union au cimetière parisien de Bagneux. Au cours de cette cérémonie, placée, je le rappelle, sous le haut patronage de Patricia Miralles, ministre déléguée auprès du ministre des Armées, un hommage particulier sera rendu à François Schulman, ancien coprésident de l'Union des engagés volontaires, anciens combattants juifs, leurs enfants et amis, qui nous a quittés le 26 décembre 2024. Alors l'Union fait savoir qu'elle souhaite, en ce 80e anniversaire de la libération de la France et de l'Europe, que nous soyons nombreux à faire vivre la mémoire des engagés volontaires auprès de toutes les générations. Je voudrais maintenant saluer la mémoire de notre amie Marie Rajad, née Fogiel, le 10 octobre 1935 à Paris, qui nous a quittés le 2 juin dernier. Cette grande dame, ancienne enfant cachée dans une famille à Autran, en Vercors, qui lui sauva la vie, a rejoint son époux Maurice Rajad, président d'honneur de la synagogue Charles-Liché, ex-interné dans les camps français, résistant qui est décédé donc en 2024. Tous deux formèrent un couple magnifique, imprégné de Kedusha, qui s'est investi de toutes leurs forces pour lutter contre l'oubli, pour la défense d'Israël et du judaïsme. Les obsèques de Marie se sont déroulées le 4 juin, conduites par le grand rabbin Olivier Kaufmann, qui, comme les enfants du couple, Pascal et Catherine, et leurs descendants, eh bien, lui rendirent un hommage poignant en présence de ses nombreux amis. Voilà, je reviens donc à cet ouvrage et je voudrais donc rappeler les auteurs. Cathy Hazan, qui est historienne, directrice du service des archives et histoire de Lausée, auteur de nombreux ouvrages sur l'histoire du sauvetage des enfants juifs pendant la guerre, avec sa complice, donc Monique Novodorsky-Dogno, psychologue, psychanalyste, présidente de l'AMEJ, Association pour la mémoire des enfants juifs déportés du 6e arrondissement, qui a publié en 2006, avec le CERCIL, un livre intitulé, un beau livre, Pithiviers Auschwitz, 17 juillet 1942, 6h15, puis, mes enfants, il faut que je parte. Cette correspondance est écrite de Raymond et de sa famille. Alors, voici la restitution de lettres d'un jeune homme, que je voudrais citer, Jules Yoel Bieler, âgé de 20 ans, interné à Pithiviers avant de subir un destin fatal qui nous touche en plein cœur. Elles font montre d'un extraordinaire appétit de vivre, de son auteur, qui s'investit, encore une fois, de toutes ses forces comme infirmier dans le camp auprès de ses co-détenus et qui se trouve animé par la passion de jouer dans des pièces de théâtre organisées au sein du camp qui lui procurent une joie intense jusqu'à lui faire oublier ses conditions de captivité, lesquelles, au fur et à mesure de la répression, deviennent de plus en plus oppressantes. Alors cet ouvrage nourri de lettres de l'auteur à ses parents, à sa sœur Judith et à son frère Marcel, jette une lumière inouïe sur le quotidien de Pithiviers et nous entraîne dans le dédale des pensées et des sentiments qu'éprouve cet épistolier dont la mort annoncée ne semble pas effleurer sa conscience durant un temps, et c'est ce qui nous fait mal rétrospectivement, car il aurait pu se sauver, il ne l'a pas fait hélas, et il l'a payé de sa vie à Auschwitz. L'ouvrage présente également une trentaine de lettres, on va en parler, d'internés avant leur départ vers l'inconnu. Ce sont pour la plupart des juifs polonais parvenus en France dans les années 30. Ils maîtrisent mal le français, ils sont souvent engagés volontaires, et la rafle dite du billet vert
les a cueillis, on peut dire, à peine démobilisés. Telle fut, et je pèse mes mots, telle fut la trahison de notre pays à leur endroit, un cadeau, on peut le dire, de la France reconnaissante. Alors, bonsoir, Cathy Hassan. Très Bonsoir. heureux de te retrouver donc à cette antenne. Évidemment, on s'attendait à voir ta complice, ton co-auteur, Monique Novotsky-Donio, mais je crois elle était retenue. En tous les cas, elle est parmi nous, je dirais, par la pensée et associée à ce beau travail. Et je dois dire que, alors, je viens simplement de rappeler la teneur de cet ouvrage, mais c'est un ouvrage qui, me semble-t-il, vous a été très sensible à tous les deux, parce que quand on explore ces lettres, eh bien, je dirais, on est touché véritablement, parce que, en fait, c'est toute une rétrospective qui se met en place, où, en fait, comme je le disais, c'est la mort qui est au bout du voyage, quoi. Oui, bon, merci d'abord déjà, Claude, de m'intégrer à cette belle entreprise de vigilance et mémoire, de mémoire et vigilance. Mémoire et vigilance. Alors, oui, Monique Novodorsky est ma complice Oui. depuis Pithiviers-Auschwitz 2006. Oui. Alors, on se partage le travail. Oui. Elle trouve les documents, Oui. et moi, je les contextualise. Je suis historienne. Oui. Elle est partie prenante parce que elle avait 6 mois quand sa mère est arrêtée à Montargis. Oui. Elle avait encore des montées de lait quand elle a été séparée de Monique. Et ses 3 petites sœurs et elle-même ont survécu à l'horreur des arrestations. Alors, en ce qui concerne cet ouvrage, j'ai lu tout ce qui est apparu. Il y a plein de choses qui ont été éditées par le CERCIL en particulier. Mais il faut attendre les années 90 pour ça. Et à chaque fois, on est tellement pris, on est tellement ému par les lettres qui sont un vecteur particulier de la mémoire que, on ne fait pas double emploi. Ils sont là et on a tellement envie qu'ils se réveillent, Jules Joël, et tellement envie qu'il sorte de son rêve c'est son travail d'infirmier où il a l'impression d'être utile, son jeu dans les pièces de théâtre. On est ému de savoir que, par exemple, ils vont jouer une pièce de théâtre d'un texte qui est écrit par un de ses amis et qui s'appelle La Justice. Et les robes d'avocats sont prêtées par le tribunal d'Orléans et les menottes par les gendarmes du camp. Des fois, on croit rêver. Oui, mais justement, ce qui est bien rendu à travers cet ouvrage, d'abord, en fait, il faut dire aussi qu'il n'y a pas que les lettres. C'est-à-dire que ce sont des lettres, mais qui sont entourées, qui sont accompagnées. Parce que, précisément, et tu as bien fait de le rappeler, tu es avant tout historienne, et il fallait, en fait, replacer tout ça dans un contexte, et c'est important, le contexte de ce qui se passait dans les camps du Loiret, en particulier à Pithiviers. Or, il faut savoir, et là, c'est bien rendu, c'est qu'il y a une telle résistance morale parmi les Juifs qu'il y avait une activité culturelle intense. Énorme. Et là, c'est bien rappelé. Et aussi bien à Pithiviers qu'à Beaune-la-Rolande, d'ailleurs. C'est ça, exactement. Des expositions, des conférences. Des conférences. Des pièces de théâtre. Et puis des dessins. Et des objets. C'est ça. Les objets de Pithiviers et de Beaune-la-Rolande. Enfin bon, et en même temps,
on est dans un camp d'internement qui est l'antichambre C'est ça. de Drancy et l'antichambre d'Auschwitz, en sachant quand même que cette période-là, jusqu'au 6e convoi, les détenus ne vont pas à la chambre à gaz. C'est C'est ça. à partir du 7e convoi et En 1942. voilà. Ouais. Alors, pour poser un petit peu les choses, et du reste, c'est très très bien fait, je trouve que l'architecture du livre est bien faite. On va s'en expliquer, mais elle est vraiment bien faite. D'abord, avant de parler de la correspondance, il y a une introduction. Et tu poses les choses au départ, vous posez, j'utilise le vous, les RAF de l'année 41 en zone occupée. Et vous dites, Jules Yoel Geller, alors son cousin, il faut le citer, Jacques Winter, Oui. et leur oncle, Max Geller, ont été internés à Pithiviers parce que juifs étrangers. La loi est française, il faut la rappeler, elle date du 4 octobre 1940, elle fait suite au 3 octobre du statut, elle permet l'internement des juifs étrangers pour le seul motif qu'ils sont juifs et étrangers, et l'exécution de cette loi, en revanche, est allemande, puisque le 22 avril 1941, l'administration militaire allemande demande au préfet Ingrand d'interner les juifs étrangers de zone occupée et met à la disposition des Français l'ancien camp de prisonniers de guerre de Pithiviers, puis de celui de Beaune-la-Rolande. Et l'opération débute le 13 mai par une convocation de 6694 billets verts, d'où le nom de cette RAF singulière qui fut un véritable coup de filet. Je crois que c'est bien de commencer par ça. Oui, mais ce que je réalise, ce que je n'ai réalisé que là, oui. C'est l'enchaînement. Qu'en fait, la rafle du billet vert, c'est l'enchaînement de la loi sur les étrangers. Et en plus, je me suis aperçue, enfin tout le monde le sait, mais il faut le marteler. 42% n'ont pas répondu. C'est quand même. Alors, il faut tempérer. C'est parce que beaucoup, les adresses n'étaient plus valables. Mais il y a aussi ceux qui n'ont pas voulu. Oui, ils étaient déjà un peu aguerris, ceux-là. Voilà, exactement. Exactement. Oui. Et il faut aussi voir la suite. C'est-à-dire, vu le mauvais, entre guillemets, résultat, parce qu'ils attendaient beaucoup plus, eh bien, il y a l'autre rafle, la rafle des arrondissements. Et je vais raconter... Le 20 août en particulier. Voilà, du 20 août. Et qui a été... Et là, il y a eu 1500 juifs français qui ont été pris au métro. Et je vais vous raconter l'histoire du père de mon mari, Henri Ostrowiecki. L'auteur d'un beau livre. Oui. La douce... la demi-douce. La demi-douce, voilà, je rappelle ça. Oui, non, c'est un livre qui m'a marqué. Oui. Eh bien, son père, lui, contrairement à Jules Yoel, s'est évadé, mais il a joué de malchance, c'est-à-dire que quand il a voulu retrouver sa femme et son fils, il est rentré chez lui et il s'est fait de nouveau arrêter. Ça, c'est la trahison. C'est terrible. Trahison de la France à ce moment-là, c'est horrible. Oui. Alors, après avoir fait donc, cette introduction, c'est pour ça que je parlais de l'architecture, alors on revient, je dirais d'une manière un peu résumée, mais c'est quand même important, la vie quotidienne, donc dans le camp, les liens avec l'extérieur, la vie au camp, et puis les restrictions qui vont commencer à la fin 1941. Alors, je lis quelques lignes. La vie au camp. Plein d'optimisme, Jules Yoel s'est laissé bercer d'illusions. Il pensait pouvoir s'adapter. Ses premières lettres, jusqu'à la fin de l'année 41, fourmillent de détails sur son installation, ses occupations, son implication dans l'animation du camp, et surtout les soirées culturelles, on en a parlé, en particulier les représentations théâtrales auxquelles il participe en tant qu'acteur. Et c'est incroyable, mais on le lit. Au début, il semble vivre une parenthèse plutôt agréable. Oui, alors, en même temps, il faut quand même dire, c'est un tout petit monde
celui qui est privilégié parce qu'il est rentré dans l'administration parce que les autres, c'est pas ça qu'ils vivent, hein. C'est ça. Et en même temps, lui, non seulement il est heureux, mais il mange bien. Oui, c'est ça. Alors que les autres crèvent de faim. Oui. Et on voit d'ailleurs combien les lettres, les colis oui. Et les sorties sont les moments de respiration des internés. Et Oui. l'autre chose quand même, j'y pense là maintenant, j'ai peur d'oublier, l'allocution du chef de camp au moment de Rosh Hashanah en 1941, qui leur souhaite une libération prochaine et rapide. Absolument. C'est On dans le croit livre. Rêver quand même. C'est dans le livre. Oui, bon, ne poussons pas le bouchon, on ne peut pas parler d'une bienveillance, mais disons que la discipline va se durcir plus tard. Avec les Allemands. Parce qu'au départ, ces hommes, au fond, ils pensent que c'est dans la suite de l'examen de situation de la RAF du 14 mai, mais ils pensent qu'en fait, ils peuvent être libérables. Enfin, je veux dire, ils ont de l'espoir. Ils ont de l'espoir. Hein. Et alors après, tu montres, enfin, vous montrez très bien, c'est l'aggravation, on l'a dit, en 1942, aucune sortie n'est autorisée. Ça va vite. Hein. Mais les évasions continuent. Jules Yoel signale 2 évasions de jeunes par les barbelés, mais qui sont hélas repris. Et en fait, alors, pour aller plus loin, ça va se passer le 24 juin. 24 juin, c'est très précis, 21h30, 1000 hommes, escortés par 35 feldgendarmes, la tête rasée, avec pour tout bagage un petit baluchon, sans le moindre objet personnel, montent dans un train, stationné à la gare de Pithiviers pour y passer la nuit. L'embarquement a duré 2 heures, à la suite de quoi il a été plombé par les soldats allemands. Jules Yoel s'en est-il rendu compte. Il arrive à Auschwitz le 27, donc 3 jours après. Il a continué son métier d'infirmier dans le camp, mais il va être atteint du typhus. Il est gazé le 13 août 1942. Il avait 21 ans. Jacques Winter est parti, lui, par le convoi 6, le 17 juillet. Et d'après l'un de ses camarades, il s'est jeté sur les barbelés, électrifiés d'Auschwitz, pour en finir. Max est assassiné le 24 juillet 1942 à 42 ans. C'est effectivement comment être insensible à cette trajectoire d'un jeune homme qui avait toute la vie devant lui et qui était... voilà un jeune homme qui avait vraiment le cœur sur la main, enfin, je veux dire, plein de tendresse pour ses parents, pour son frère, pour sa sœur, et puis qui avait un avenir, quoi. Il découvre dans le camp ce qu'est le sionisme. Oui. Et il se passionne et il apprend le yiddish. Absolument. Et on voit un jeune juif, on se dit mais non. Oui. Bon, voilà. Oui. Moi aussi, je suis atterrée quand je vois cette perte. Cette perte de... Oui. Bien sûr. Ça par la faute de la collaboration, quand même. Oui. Alors, est-ce que tu savais qu'à travers cet ouvrage, alors, je vais peut-être te surprendre, mais moi, j'y vois un certain nombre de sciences humaines qui sont convoquées. Et je vais te dire pourquoi. Parce que, bien sûr, le cœur du livre, ce sont les lettres. Mais en même temps, ces lettres, je l'ai dit, elles sont entourées par le contexte historique, sociologique, j'hésite pas à le dire, psychologique, bien sûr, mais j'ajouterais cette pointe d'humanisme, quoi. C'est tout ça qui est convoqué. Parce que quand on suit bien tout ça, d'abord avec, je dirais, l'introduction, c'est que ce qu'il décrit, lui, au niveau du camp, et en particulier les rapports avec les co-détenus, notamment avec la hiérarchie, avec les médecins, avec les autres déportés, c'est une pépite sociologique aussi de ce qui se passe à l'intérieur du camp. Et ça, c'est quelque chose qui a été un petit peu nouveau pour moi, parce que d'après tout ce que j'ai lu, je pense que lui, parce qu'il est cultivé, et qu'il sait écrire parfaitement le français, il nous apporte des connaissances supplémentaires que les autres détenus et déportés, futurs déportés,
ne pouvait pas, avec les nuances, apporter ses connaissances, parce que malheureusement, il ne maîtrisait pas le français. C'est ça, je dirais, la nouveauté aussi de cet ouvrage. Et moi, j'ai été... Est-ce que tu es d'accord? Totalement, Oui. totalement. Oui. Et j'étais étonnée aussi des rapports de classe. Voilà, de rapports de classe. À l'intérieur du camp. Bien sûr. Avec entre les infirmiers et les médecins. Alors, attends. Un bémol. Au début, ça se passe pas mal. Non, oui, ils forment un bloc, bon, oui. Ils sont confrères, enfin bon, il y a un esprit confraternel. Et au fur et à mesure, je crois, du durcissement, je dirais, des conditions du camp, là, à ce moment-là, ils vont se trouver, non pas côte à côte, mais face à face. Face à face. Hein, et les infirmiers font bloc contre... Je pense qu'il ne dit pas tout à fait les choses. Il dit, mais je pense que c'est encore pire que ça, que ce qu'il dit, me semble-t-il. Tu es d'accord? Sûrement. Hein? Bon, c'est un jeune homme. Hein? Oui. Il a c'est 20 ans et c'est 21 ans qu'il va passer dans le camp d'internement. Alors, si tu veux, moi, c'est un exercice que je fais faire à mes invités souvent. Hein, comme ça, je les prends au dépourvu. Tu vas prendre le livre et tu vas nous lire une lettre pour avoir, si tu veux, tu la prends n'importe où. Non, je la prends n'importe où. Voilà, mais peut-être plutôt vers le mois de mars, par là, mars 42, parce que en réalité, là, il y a déjà quelque chose qui subodore. Tu veux pas la dernière? Ou à la dernière, la dernière, la dernière, oui, c'est vrai, la dernière. Elle est importante. Voilà. Mes très chers parents, frères et sœurs, aujourd'hui, le soleil brille d'un éclat terne. Il cherche à se dérober. Dans nos cœurs, un serment, mais la tête est haute. Voilà une heure qu'on a annoncé les partants du convoi de jeudi. Le destin a voulu que j'en sois, ainsi que Max. Nous partons en tant que corps sanitaire. Nous sommes 10 ici, et en tout, il part plus de 1000 personnes. Je vous demanderai plusieurs faveurs. D'abord, de ne pas dramatiser. Nous partons travailler. Seulement, nous ne savons pas où. Donc, vous resterez pendant un certain temps sans nouvelles. Mais n'ayez aucune crainte. Notre moral est très haut. Nous avons beaucoup de courage et d'espoir. Vous vous souvenez de mon départ à Pithiviers? Quel abattement, quelle peur. Et au fond, ce n'était rien. Et maintenant encore, ce ne sera rien. Donc, soyez tranquille à mon sujet, ainsi que pour Max. Nous sommes les victimes de la nouvelle organisation du travail. Les Juifs, c'est de la bonne main-d'œuvre. Donc, encore pas de jérémiade, ayez courage et patience, et ne perdez pas le nord, et soyons prévoyants pour ne jamais être pris au dépourvu. Je laisse ici ma montre et ma bague, que l'on vous enverra. Il paraît que l'on confisque les bijoux. On vous renverra aussi quelques effets, car on n'a droit qu'à un colis et une petite valise. Achetez-vous de grands sacs à dos. Donc, encore une fois, soyez prêts à toute éventualité. Pour nous, pas de mauvais sang, même si vous ne recevez pas de nouvelles. Nous avons beaucoup de force et courage. Nous partons ce soir, mardi, vers 20h. Nous partirons tête haute et en chantant, car notre moral est haut. Je penserai souvent à vous. Donc je vous envoie toutes mes pensées et mes plus tendres baisers. Votre fils et frère affectionné, Jules. Voilà. Et alors, à la fin de la page, ce qui est absolument incroyable, c'est que, en fait, je suppose que ce qu'on retrouve, c'est ce dernier billet qu'il envoie depuis le wagon. Voilà, et c'est les derniers mots, mais très chers. Nous sommes en bonne santé et faisons bon voyage en direction de l'Allemagne. Soyez sans inquiétude, 1000 baisers. Il rajoute ça, excusez mon écriture, j'écris et le train est en marche. Alors, ma question, c'est que toutes ces lettres, il faut rendre aussi hommage à Monique, Novorsky, c'est qu'en réalité, si j'ai bien compris, elle les a retrouvées chez la sœur de Jules. Voilà, c'est Judith
qui vit en Israël. Qui vit en Israël, d'accord. Qui, à sa mort, Oui, a demandé à son fils ou sa fille, je ne sais pas, d'accord. de les envoyer à Monique. Et elle ne savait pas quoi en faire, en fait. Elle les a gardés. Elle avait pas eu, puisqu'elle était en Israël, elle n'avait pas eu l'idée de les remettre à Yad Vashem. Non, Je ne sais pas, je ne sais pas. peut-être qu'il y a Ouais, un. ouais, Oui, parce c'est que possible. je ne suis pas sûre que ce qu'on ait eu dans les mains Soit l'original. soit l'original. D'accord. D'ailleurs, maintenant que tu me le dis, c'est pas l'original. Bon, mais peu importe. Peu importe, voilà. peu importe. Le principal, c'est que ça nous C'est soit arrivé jusqu'à nous. Voilà, c'est voilà, ça qui était exactement. important. Et donc, et comment elle avait eu Oui, Judith? Judith. C'est Oui. parce que Judith avait écrit un témoignage Oui, pour Auschwitz-Pithiviers, oui, pour le 6e convoi. c'est ça. C'était pour Jacques Winter. Oui, Elle avait écrit et elle avait parlé de son frère, justement, et oui, des activités de son frère. c'est ça. Et donc, elle était restée en lien avec Oui, oui. Monique. Alors là où c'est intéressant aussi, c'est que d'abord, il y a des photos inédites. Hein. Lui, on le voit, Jules, on voit sa sœur, hein, Judith. Et donc, ce sont des portraits qui sont faits au dessin, hein, pratiquement, puisqu'en fait, je dirais que c'est pas une véritable photo. C'est comme ça se faisait dans le camp. Oui. On pouvait dessiner, Oui. se prendre du portrait. Et vous On le avez voit, lui, avec son frère et sa sœur. Et puis, il y a différents documents. On le voit comme infirmier. Voilà. Alors, cette photo, elle est assez extraordinaire parce qu'il a la Croix-Rouge sur sa blouse blanche, là, infirmier. Et puis évidemment, les lettres qui sont restituées, alors, je dirais, au moyen d'une sorte de photocopie. Alors, là aussi, je pense que ces documents, de même que les lettres, étaient au domicile de Judith, Tout que à l'on fait. voit du reste avec ses 3 petites filles. Voilà. Hein. Donc, tout ça est quand même très, très émouvant. Et alors, donc, on peut dire que la dernière partie de l'ouvrage, eh bien, est consacrée aux dernières lettres des internés. C'est-à-dire que là, ce que vous retrouvez, ce sont 26 lettres qui sont écrites par des groupes différents, ceux qui sont au camp depuis longtemps, qui vont être arrêtés lors de la fameuse convocation du billet vert du 14 mai 41, et ceux, les plus jeunes, qui ont été arrêtés en province. Parce qu'en réalité, dans ce camp, il n'y avait pas que ceux du 14 mai 41, il y avait aussi... Et là, je pointe un nom, et on va saluer sa mémoire parce qu'il a tellement compté pour nous. Oui. C'est le père d'Henri Minzales. Voilà. Voilà. D'ailleurs, Dieu sait si du temps de son vivant, Henri a défendu la mémoire de son père. Oui. Donc, rappelez qu'il était né le 21 février 1906 à Varsovie, qu'il avait connu sa femme, Rusla Zlata, qu'il vienne à Paris en 24. Il s'installe dans le 18e. Il a été tailleur pour dames, puis marchand forain. Et en 36-37, il fait une demande de naturalisation qui va lui être refusée. Pourtant, il s'était porté volontaire pour défendre la France. Le 11 juin 40, sa femme et son deuxième fils prennent le train pour Biarritz et lui-même est convoqué le 14 mai 41. Il part pour Pithiviers et la dernière lettre a été retrouvée par son fils Henri en juin 1943 dans leur appartement familial dont il brise les scellés pour y entrer. Et il va être déporté le 17 juillet par le convoi 6. Il arrive à Auschwitz le 19 et on dit qu'il serait mort le 18 août après avoir contracté le typhus. Et sa lettre est là, bouleversante. Et vraiment, mais tu l'as connu aussi, Henri. C'était un être tellement délicieux. Je l'appelais le prince de la civilisation yiddish. Voilà un homme qui s'était remis à l'histoire assez tard aussi et qui a tellement défendu avec ardeur la mémoire de son père. Je le dis haut et clair, c'est un homme qui, après son départ, malheureusement, nous a beaucoup manqué. Quoi. Oui, et c'est vrai que j'étais très contente avec Monique de pouvoir... Vous avez vu que... tu as vu, j'ai fait des courtes biographies. Oui, importantes. Et je me dis que c'est important aussi de suivre leur itinéraire. Absolument. Et je voulais juste quand même parler de
de Meyer Rubinstein. Oui, Pourquoi? Parce que il oui. envoie à sa femme en guise de dernière lettre euh, une lettre avec son alliance. Ah, Et oui. nous allons partir pour une destination inconnue. Si je ne reviens pas, fais faire une bague à Micheline pour ses 13 ans. Et Micheline et sa mère vont échapper à la rafle du Veldiv Oui, et se cacher à la campagne. oui. Et toutes les petites filles de Micheline vont porter cette même Ah, bague le magnifique. jour de leur bat Ah, mitzvah. c'est Et très ça beau. se transmet. C'est magnifique. C'est Ah magnifique, oui, hein. ah oui, oui. Voilà. Un bel acte, vraiment un bel acte de mémoire, mais Oui, vraiment, hein. oui. C'est Alors, cette oui, transmission. oui. Alors, une idée me vient, parce que pour revenir aussi, je dirais, au décryptage des lettres. Alors, je ne sais pas si, avec Monique, vous avez eu cette impression, mais alors, évidemment, il y a un décryptage nécessaire, c'est l'analyse, je dirais, pour une portée historique de ces lettres. Mais est-ce que vous n'avez pas eu à un certain moment, d'abord, l'émotion, ça c'est sûr, mais quelquefois, on a un peu l'impression, allez, pardonne-moi de le dire comme ça, mais qu'on est un peu intrusif, quoi. Oui. Parce qu'on est dans l'intime. Est-ce que tu es d'accord Oui, avec moi? oui, 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 tout Ouais, à voilà, fait. Ces voilà, lettres ne nous étaient pas destinées. voilà. Et Hein, ça, oui, c'est vrai, exactement. voilà, Ça, c'est la limite de ce type de document, c'est ça, c'est ça, c'est c'est de ce ça. type de Oui, témoignage. encore que, je dirais, il est un petit peu en retrait, c'est-à-dire que d'abord, il ne s'épanche pas d'une manière dramatique, je dirais. Enfin, bon, Non? il reste, même s'il peut avoir des coups de cafard, bon, ça, on le comprend, mais il reste très pudique. Mais on est un peu à la limite Oui. parce que, comme tu viens de le dire, ces lettres ne nous sont pas adressées, Eh ben quoi. oui, eh ben oui. Et les autres, les Voilà. dernières lettres, Oui, il y a celle où ce jeune homme, enfin cet oui, homme dit, non, oui, il dit, oui, Maman, je t'aime, j'ai faim. oui. Ah oui, Ben, oui, c'est voilà, oui, Et oui, oui, oui. Il y a, et les dernières, oui, les petits, les tout jeunes, oui, les petites oui, y- et oui. en même temps, oui, c'est vrai, on rentre dans quelque chose de l'ordre de l'intime et ça nous était pas destiné, mais en même temps, c'est un surplus d'âme Absolument. qu'on Oui, leur donne, oui, voilà, oui, à notre modeste oui, place. oui. Mais en même temps, il y a quelque chose de moi qui me touche dans ces lettres, je dirais, parce que, encore une fois, bravo de les avoir publiées. C'est le fait qu'on donne de la chair aussi Oui, aux victimes. Parce que, bon, on parle de la déportation, etc. Là, on est dans une situation où la vie est encore là, avec ses espoirs, avec ses craintes, bien sûr, mais on n'est pas encore au bout de l'horreur. non. Et là, je dirais que c'est un véritable témoignage, quoi, au sens propre du terme, de ce qui peut se passer dans la tête et dans le cœur de quelqu'un qui est enfermé uniquement pour le crime d'être juif, Oui, quoi. oui. C'est ça qui est insupportable, insupportable. Est-ce Et que de savoir la fin. et de savoir la fin, Et voilà. voilà. On- Et revenons avec, à une seconde, si tu veux, parce que ça, c'est quand même aussi quelque chose qui est en filigrane dans le livre, c'est que il y a un moment, il peut se sauver. Du reste, il y en a pas mal qui s'en vont, enfin qui s'évadent, c'est oui, le terme. oui, Il est un petit peu poussé par sa sœur. ça, Et puis, bon, je dirais que il est tellement pris par sa passion, quoi, de soigner les autres, mais aussi de jouer sur scène, qu'il laisse passer le moment, quoi, l'occasion. il le dit, hein. Il le dit, il le dit. Et après, quand il peut le faire, là, le filet s'est refermé, il est trop tard. C'est trop tard. Ouais. Là, quand vous Là, avez perçu ça, avec Monique, vous avez dû être ah ben, vraiment bouleversé, quoi. On avait Oui, l'impression d'être en plein drame c'est ça. shakespearien. Et Voilà. on était là à lui Oui, parler. oui, Mais va-t'en, oui, va-t'en. oui. Mais alors justement, drame shakespearien, tu me donnes une idée importante et je te la soumets. Mais au fond, j'ai dit que c'est un ouvrage qui convoque les sciences humaines. Mais pour moi, c'est aussi un ouvrage extrêmement didactique. Parce que en réalité, il y a, si tu veux, ça règle, comme on dit, les règles du temps, de l'espace, en fait, etc., comme on le fait dans une tragédie Oui, grecque, hein, exactement.
Et en réalité, didactique, pourquoi ? Parce que c'est un gosse de 20 ans qui a quelques années de plus que les élèves d'aujourd'hui et pour lesquels, en fait, on peut aller à la rencontre des élèves pour expliquer ce qui s'est passé avec cette machinerie, cet enfermement des Juifs uniquement parce qu'ils sont Juifs lors de cette période et que ça a conduit à cette tragédie que l'on connaît. Quelles sont les démarches que vous pouvez faire pour que ce livre-là, je précise bien, soit porté à la rencontre des élèves dans le cadre de l'éducation nationale? Est-ce que tu y as pensé avec Monique? Mais je ne sais pas comment faire. Voilà. Pourtant, j'ai été On lance un appel ce soir. On lance un appel. On lance un appel. Si d'aucuns nous écoutent qui appartiennent à l'éducation nationale, voilà un ouvrage sur lequel on peut travailler. Oui, on peut travailler les lettres, on peut travailler les différents temps, les différentes séquences de temporalité, parce qu'elles sont différentes entre le début et la fin. Et je pense que c'est quelque chose, c'est un objet didactique. Tout à fait. J'aimerais bien pouvoir pénétrer dans la seule ouverture que j'ai eue, mais peut-être je m'y prends mal, hein, c'est l'école juive de Yavne. Ils sont à la pointe Mais est-ce que du travail. Tu as fait les démarches pour aller pour voir la directrice, par exemple? Là, Yavne, ça n'a pas de problème. Yavne, il n'y a pas de problème. Mais bien sûr. Mais sinon, l'éducation nationale, cette grosse machine... Alors surtout, parlons-en, parce que tu es historienne, tu es avertie de ce qui se passe dans le pays. Est-ce que... l'idéal, ce serait qu'évidemment, un ouvrage comme ça pénètre l'éducation nationale, je dirais universelle, appelons-la comme ça. Oui. Mais est-ce que aujourd'hui, l'enseignement de la Shoah, y compris avec, je dirais, une autre forme d'enseignement qui en passe précisément par ce témoignage assez bouleversant, est-ce que il faudrait interroger évidemment les enseignants avec un ouvrage comme ça? Est-ce qu'il y a une pénétration possible à l'intérieur de l'éducation nationale? C'est une véritable interrogation. Moi, j'en suis persuadée. Oui, bien sûr. Pour avoir été prof 30 ans de ma vie, je suis persuadée. Il y a des pépites dans l'éducation nationale. Bien sûr. Il y a des profs qui sont... très investis. Très investis. Oui. Mais il faut savoir... Il faut trouver les bonnes personnes au bon moment. Oui. Mais alors, justement, le livre est sorti depuis quelque temps, c'est peut-être un peu trop tôt, mais quel écho... Alors, je sais, parlons aussi de Losey, évidemment, Losey qui est si cher à ton cœur. Oui. Il faudrait rappeler quand même que tu es l'historienne de cette vénérable maison qui date, 1900, combien? 12, alors c'est incroyable. Saint-Pétersbourg. Quel écho tu as eu parmi... pas grand-chose. Pas grand-chose pour l'instant. Mais le livre est sorti il y a quelques temps. Oui, mais il n'y a pas longtemps. Mais moi, je ne sais pas. Je ne sais pas m'y prendre. Je ne sais pas bien. Parce que, il faut quand même saluer, je voudrais en profiter pour saluer... ce qui gravite autour et qui est dépendant aussi de Losey. Évidemment, le Café des Psaumes, rue des Rosiers, mais aussi Histoire et Mémoire. Élie Buzyn, qui a tellement compté pour Losey. Je crois que cet ouvrage... Moi, je l'ai présenté à l'amicale des anciens de Losey. Bien sûr. Mais voilà, c'est pas assez. Mais en tous les cas, on sait que le livre existe, qu'il est à la disposition, encore une fois, de l'éducation nationale, mais aussi au sein des communautés, et au-delà surtout, parce que, encore une fois, c'est le témoignage non seulement de ce jeune de 21 ans, mais également, il y a une extension, puisque, en réalité, et ça c'est un peu l'originalité du livre, c'est qu'il y a des courtes biographies de ceux qui ont été donc internés, qui sont partis sur Auschwitz, et en fait, derrière tout ça, il y a des drames. En préambule de cette émission, je rappelais par exemple que dimanche prochain, on va se retrouver à Bagneux pour célébrer, pour rendre hommage aux engagés volontaires anciens combattants juifs, leurs enfants et leurs amis. J'en profite pour dire qu'aujourd'hui, malheureusement, il n'y a pratiquement plus un seul survivant pour venir témoigner de son engagement, notamment dans les régiments de marche étrangers, etc., comme beaucoup. Or,
et il faut le rappeler à chaque fois, c'est que ces hommes étrangers, ces juifs qui se sont engagés pour lutter contre le nazisme et qui se sont retrouvés démobilisés, à leur retour, souvent étaient arrêtés, encore une fois, par la police. Et quand ce n'était pas le cas, quand, en fait, ils étaient, à ce moment-là, ils étaient encore prisonniers, c'était leur famille qu'on venait chercher. Exactement. Et combien de fois... régiments ficelles, voilà, comme on l'appelait, voilà. et qui se sont retrouvés, une fois leur valise défaite, ils se sont retrouvés dans les camps de Pithiviers de Beaune-la-Rolande. C'est ça. C'est infernal. C'est ça. Et pendant des années, bon, évidemment, quand on avait les survivants, la chance de les avoir, ils sont venus témoigner. Et j'en profite pour dire que, alors, tu as dû le connaître, c'était l'un des premiers présidents, Ilex Beller, je rends hommage à sa mémoire. Oui. Cet homme-là, comme beaucoup, qui avait participé à la guerre d'Espagne, dans les brigades internationales, où il y avait aussi un homme comme Malraux, il faut quand même le rappeler. Eh bien, il y a des années, ça aussi, c'était quelqu'un qui avait une prémonition de ce qui allait se passer pour que la mémoire perdure. J'étais présent, comme j'ai été présent chaque année, du reste. C'est que ce jour-là, il disait, voilà, nous maintenant, eh bien, on passe la main, on vous remet le flambeau. Il avait remis le flambeau, alors à des hommes qui aujourd'hui ne sont plus, mais je voudrais les citer, c'était Simon Grobman, que tu as connu, oui. C'était François Schulman, à qui on rendra hommage ce dimanche, et puis aujourd'hui, il faut saluer, je dirais, Ida Apologue, qui elle aussi est coprésidente. Mais il avait eu cet éclair de se dire, voilà, il faut qu'il y ait un relais, le temps a passé, et aujourd'hui, bon, c'est comme ça, on dit les Juifs sont porteurs d'une longue mémoire, et on voit les 3e, 4e générations qui reprennent quand même le flambeau. C'est pour ça qu'il faut quand même être optimiste. Tu es d'accord? Exactement. Voilà. Il y en a. Alors, oui. Mais il est repris le flambeau, j'en suis persuadée. Voilà. Et on le voit par ceux qui vont à Pithiviers, au Beaune-la-Rolande. Bien sûr, chaque année, au mois de mai, bien sûr. Ouais. Alors, j'en profite pour dire, bon, encore une fois, on vous attend nombreux, si vous pouvez, dimanche prochain. Cette cérémonie, eh bien, maintenant, est reprise aussi en osmose, en symbiose avec le mémorial de la Shoah, l'union avec le mémorial, et c'est conduit par celui qui nous est cher aussi, Olivier Lalieu. Il nous reste peu de temps. En un mot, tu es sur un autre projet actuellement. Je pense que tu es sur un autre projet, c'est pas possible. Pour l'instant. Pour l'instant. Pour l'instant, non. Si, oui. J'aimerais que comment ça s'appelle? Oui. Si, c'est un vrai projet. Ah. C'est les mémoires de mon Léon Chic, des anciens de Buchenwald, des enfants de Buchenwald. Oui, que tu as bien connu. Je pense qu'il va y avoir un film sur très lui. Bien. Bon. Et on est en train de voir si une chaîne est intéressée. Bon. Une chaîne ça va venir, intéressée. C'est certain. Il faut y croire, ça va venir. En tous les cas, je voudrais rappeler ce beau livre. Nous partirons tête haute. Lettre d'un jeune homme depuis le camp de Pithiviers, 1941-1942, suivi des dernières lettres d'internés de Pithiviers et Beaune-la-Rolande. Il faut signaler qu'il y a une superbe préface, très sensible, de notre ami Serge Klarsfeld. Donc, on le doit à Cathy Hazan, Monique Novodorsky-Dogno, et de tout cœur, je vous dis à toutes les deux, Razak pour ce beau livre. Chers amis, à mercredi.